Quand on pense à 2007, on se dit que 2007 est une année comme une autre, une année plus ou moins importante dans laquelle il se passe pas mal de choses plutôt banales. Mais ce n'est pas le cas. C'est notamment le lancement du tout premier iPhone par un certain Steve Jobs, qui va non seulement totalement révolutionner le domaine de la télécommunication, mais aussi bouleverser le marché de la téléphonie. C'est aussi le début de la construction de la tour Burj Khalifa à Dubaï, la tour actuellement la plus grande au monde. Et bon, on peut citer plein d'autres événements, comme encore le lancement des séries de livres Harry Potter. Mais 2007 est plus connu pour sa crise financière mondiale qui a marqué les esprits, la crise des subprimes. On ne va pas rentrer dans les détails de cette crise, mais elle provoque deux changements majeurs. 1. De grosses pertes financières. Et 2. Une grosse perte de confiance de la part des clients envers les banques. La plupart des gens reprochent justement à leur banque d'avoir pris des risques inconsidérés. Oui, parce que l'argent que vous mettez dans votre banque n'est pas statique. La banque utilise votre argent pour se faire encore plus d'argent dans votre dos. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'existence des plafonds de paiement et de retrait sur les cartes bancaires. Et à partir du moment où on sait ça, il y a les gens normaux comme moi et vous qui vont se dire « Ah oui ok, c'est la merde », mais qui vont fermer les yeux là-dessus et quand même continuer à utiliser le système parce qu'on a très clairement pas le choix et c'est bien normal. Mais de l'autre côté, il y a des gens comme Satoshi Nakamoto. Pour Nakamoto, c'est mort. Il veut plus faire confiance aux banques. Il veut créer un système d'échange monétaire personne à personne sans l'intervention de quelconque banque. Et c'est à ce moment qu'il publie un livre blanc révolutionnaire intitulé Bitcoin, un système de paiement électronique pair à pair. Dans ce document, Nakamoto propose une idée audacieuse, c'est redonner le contrôle de l'argent aux citoyens du monde entier grâce à une alternative décentralisée au système financier traditionnel. Rien que ça, le Bitcoin devient donc le protagoniste de cette histoire, défiant un système tout entier, basé sur des banques traditionnelles. Imaginez juste ce système de paiement électronique fonctionnant de manière décentralisée, c'est-à-dire sans besoin d'une autorité centrale comme une banque ou un gouvernement. Cela signifie que vous, moi et chaque individu est maître de son propre argent, sans les contraintes des institutions financières traditionnelles. Et ça, c'est révolutionnaire. Bon, faut savoir une chose, c'est loin d'être le seul à proposer cette idée, il y a bien sûr pas mal de gens qui le proposent aussi, mais Nakamoto, lui, son idée se démarque de toutes les autres. Non pas parce que c'est un crack dans le domaine, mais parce qu'il propose un nouveau système, le système de blockchain. La blockchain de Bitcoin a été créée en 2009 par notre génie, et c'est un registre décentralisé, composé de blocs de transactions interconnectés. Chaque bloc est sécurisé, assurant l'intégrité des transactions. Au cœur de la blockchain de Bitcoin, il y a ce qu'on appelle la preuve de travail. Les mineurs résolvent des problèmes complexes pour valider les transactions et ajouter des blocs à la chaîne, d'où l'appellation blockchain. Cela garantit la sécurité du réseau, bien que cela suscite des débats sur la consommation d'énergie. Vous en doutez, quand on parle de mineurs, on ne parle pas de ceux qui travaillent dans les mines, mais bien de ceux qui possèdent des ordinateurs surpuissants afin de résoudre des problèmes qui ne sont pas difficiles à comprendre, mais qui nécessitent une puissance de calcul faramineuse. Pour vous illustrer ça, je vais faire un parallèle avec Tetris. Tetris est un jeu de puzzle classique où des formes géométriques appelées tétréminos se descendent du haut de l'écran. Le joueur doit les faire pivoter et les déplacer latéralement pour les assembler de manière à former des lignes pleines sans aucun espace. Lorsqu'une ligne est complète, elle disparaît, libérant de l'espace et permettant au joueur de continuer à empiler les tétréminos. En gros, les tétréminos sont les transactions et le pivotement fait par le joueur pour bien placer les tétréminos correspondent dans notre cas aux problèmes mathématiques, nécessitant une puissance de calcul assez élevée, effectuée par les ordinateurs surpuissants de nos mineurs. Ainsi, lorsqu'une transaction est effectuée sur le réseau Bitcoin, elle est diffusée à l'ensemble du réseau pour être validée. Et les transactions validées sont regroupées dans des blocs. Les mineurs qui sont donc les participants du réseau équipés d'une puissance de calcul significative compétitionnent pour regrouper ces transactions dans un bloc. Compétitionnent parce que tout travail mérite salaire. Ici, Bitcoin offre du coup des bitcoins pour la résolution de problèmes par les mineurs. Bref. Pour résumer, afin de créer un nouveau bloc, les mineurs doivent résoudre un problème mathématique complexe. Ce problème nécessite une puissance de calcul considérable et est difficile à résoudre. Mais la solution, elle, est facile à vérifier. Bien sûr, la difficulté de ce problème est ajustée régulièrement pour maintenir un temps moyen de création de blocs d'environ 10 minutes. Une fois que le mineur a trouvé une solution, il diffuse le bloc à l'ensemble du réseau. Les autres nœuds du réseau vérifient que la solution proposée est correcte en appliquant le même problème mathématique. Ces fameux nœuds complets du réseau vérifient donc la validité du bloc en appliquant les règles du protocole Bitcoin. Cela inclut la vérification de la preuve de travail, la validation des transactions incluses dans le bloc et le respect des règles de consensus. S'il confirme que tout cela est bien valide, le nouveau bloc est accepté et ajouté à la chaîne. Cela crée une liaison cryptographique avec le bloc précédent, formant ainsi une chaîne continue de blocs. La blockchain. En récompense de leur travail et de la puissance de calcul utilisée, le mineur est autorisé à ajouter une nouvelle transaction spéciale, appelée la récompense de bloc, qui crée de nouvelles unités de Bitcoin et les attribue aux mineurs. Bien sûr, tout le processus résumé précédemment est quasi automatisé, même si à ce jour, il y a quand même eu 364 développeurs qui ont contribué au développement de Bitcoin Core. Tout ça, c'est bien cool. Mais comment tout ce système peut être sécurisé? Il faut comprendre que théoriquement c'est faisable, de perturber ou de changer les informations de la blockchain, mais tout se complique dans la pratique, grâce ou à cause justement de la preuve de travail. Avec la preuve de travail, un attaquant aurait besoin d'une puissance de calcul immense pour résoudre les problèmes mathématiques et dominer le processus de validation de chaque transaction.
De plus, pour altérer une transaction passée, un attaquant devrait non seulement modifier le bloc en question, mais également tous les blocs suivants, ce qui nécessiterait une puissance de calcul énorme encore une fois. Je pense que vous commencez à comprendre que quelqu'un de mal intentionné peut essayer de le faire, mais l'attaque est tellement coûteuse que personne ne le fait, car tout le monde sait que c'est soit perdu d'avance, ou soit tellement coûteuse que ça ne serait pas rentable. C'est comme ça que la preuve de travail peut fournir une sécurité robuste, en rendant tout d'abord les attaques coûteuses et en garantissant l'immutabilité des transactions. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement de ce système de génie imbriqué minutieusement, il faut que je vous parle de ça. Ça, c'est l'évolution du prix d'une GeForce GTX 1070 entre 2017 et 2018. Une carte graphique lancée par Nvidia début juin 2017 à un prix plutôt raisonnable, variant entre 380$ et 450$ en fonction du modèle. Vous remarquez très bien une hausse des prix, pas du tout normale. Il y a d'autres cartes graphiques qui subissent le même sort, on peut aussi parler de la GTX 1080 qui fera des pics à 1000$, alors que le prix de base varie entre 500 et 700$ à son lancement. Si je vous dis maintenant que cette hausse assez élevée du prix n'est due quasi exclusivement qu'au Bitcoin, enfin plus largement qu'à la crypto, il y a deux réactions possibles chez vous. Soit vous le saviez déjà, ou alors vous ne le saviez pas du tout, et dans ce cas je viens de vous apprendre une sacrée anecdote. Une sacrée anecdote parce que ça montre tout simplement l'influence des cryptos assez impressionnante sur le marché, déjà à cette période, et cette influence n'a fait qu'augmenter jusqu'à maintenant. Mais du coup, quel est ce lien ? Je vous ai parlé des mineurs précédemment et de leur boulot, qui nécessitent entre autres une puissance de calcul plutôt significative. Et pour avoir cette puissance de calcul, on peut utiliser dans un premier temps des processeurs. Oui, mais surtout des cartes graphiques. Car l'avantage des cartes graphiques par rapport aux processeurs, c'est leur capacité à faire des calculs en parallèle, ce qui signifie qu'ils peuvent traiter plusieurs tâches simultanément. Cette caractéristique est extrêmement utile dans le contexte du minage, où de nombreuses opérations peuvent être effectuées en parallèle pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Je pense que vous commencez à faire le lien, ce sont bien les mineurs de crypto qui ont causé cette pénurie. Personne, ni même Nvidia et AMD s'attendait à une telle augmentation des mineurs qui conduirait à une augmentation significative de la demande de GPU. La suite est bien connue, règle de l'offre et de la demande, une offre réduite pour une demande élevée conduit inévitablement à des prix inhabituels. Et ça, c'était en 2017. Maintenant, l'influence du Bitcoin est bien plus vaste. Mais bon, vous n'avez plus à craindre pour une énième pénurie ou une énième hausse anormale à cause des mineurs de Bitcoin ou de crypto, parce que les ordinateurs de minage n'utilisent plus les GPU, mais ils n'utilisent quasi exclusivement que des ASIC, un autre type de circuit intégré qui s'avère être plus efficace pour le minage. Bon, maintenant, changement de contexte total. Si je vous dis Bitcoin Pizza Day, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Je vous l'avoue, le nom dit comme ça pour une personne qui ne s'y connaît pas du tout n'évoque pas grand chose. Pourtant, l'anecdote à l'origine de ce nom est assez connue et même centrale dans l'évolution du Bitcoin, mais aussi de la crypto en général. Tout commence sur un forum, le Bitcoin Talk, qui rassemblait une communauté assez active de développeurs et de passionnés de crypto. Parmi eux, on a Laszlo, un membre assez actif qui propose un jour sur un coup de tête, comme ça, 10 000 bitcoins à quiconque lui commanderait de pizza. Et Jerkos, un autre membre du forum probablement aussi sur un coup de tête, accepte le deal et lui commande ses pizzas. À ce moment, ces derniers ne se doutent probablement pas de la machine qu'ils viennent de lancer, parce qu'à l'époque cet échange ne valait quasiment rien, mais provoque plusieurs changements bouleversants. Dans un premier temps, la transaction a démontré que Bitcoin pouvait être utilisé pour des transactions réelles et pouvait donc représenter une valeur dans le monde physique. C'était une démonstration pratique qui a contribué à établir l'idée des crypto-monnaies comme moyen d'échange. De plus, les 10 000 bitcoins dépensés pour 2 pizzas ne valaient que quelques dollars à l'époque. Cependant, à mesure que Bitcoin gagnait en popularité et que sa rareté devenait plus évidente, sa valeur a explosé au fil des ans. Parce que oui, 10 000 bitcoins maintenant c'est à peu près 380 millions d'euros. Donc j'espère pour lui que ces pizzas étaient vraiment bonnes. Et le Bitcoin Pizza Day, c'est un peu le 14 juillet de tous les fanatiques de crypto. Oui, ce jour fête la toute première transaction en crypto-monnaie, et oui, elle est fêtée chaque année. Raconté comme ça, l'histoire du Bitcoin ressemble à un conte de fées tout droit sorti d'un livre pour enfants, mais ce n'a pas toujours été le cas, et certaines facettes de l'histoire du Bitcoin ressemblent plutôt à un conte tout droit sorti des frères Grimm. Pour vous le faire comprendre, je dois vous montrer ça. Maintenant, si je vous dis Silk Road, c'est-à-dire route de la soie, vous pensez peut-être aux peuples arabes qui faisaient du commerce de la Chine vers l'Europe en empruntant la route de la soie. Eh bien non, c'est un poil plus poussé que ça. Silk Road, c'est un site web de vente en ligne opérant sur le dark web, accessible uniquement via des réseaux anonymes tels que Tor. Ce dernier a été créé en 2011 par Ross Ulbricht, connu sous le pseudonyme Dread Pirate Roberts. Ce site était un marché en ligne qui permettait à ses utilisateurs d'acheter et de vendre une variété de produits, souvent illégaux, en échange de Bitcoin, ce qui rendait les transactions plus difficiles à suivre. Il faut se mettre dans le contexte. À cette époque, même le gouvernement ne connaissait pas trop le Bitcoin et les cryptos. Et donc, qui dit pas très connu du gouvernement plus transactions quasi totalement anonymisées, dit Eldorado pour l'illégalité. Mais bon, j'ai bien dit ce site était utilisé parce que maintenant ça n'est plus du tout le cas. Le gouvernement américain a fermé le site et arrêté son dirigeant qui est en prison depuis plus de 10 ans maintenant. D'ailleurs, près de 69 000 bitcoins ont été saisis par ces derniers durant l'affaire, ce qui représente pas moins de 2,6 milliards d'euros à l'heure actuelle. Bien. Encore changement total de contexte, sans transition. Parce qu'il faut que je vous montre ça. Et maintenant, si je vous dis que c'est le logo de MTGOX, et que ce dernier signifie Magic the Gathering Online Exchange, soit vous dites dans un premier temps que le logo et le nom de l'application ne vont pas du tout ensemble, ce qui est totalement vrai, je vous l'avoue. Ou alors vous demandez, mais attends, c'est quoi le rapport avec le Bitcoin? Pour que vous le compreniez, je dois vous parler de Marc Carpless, un entrepreneur français qui a notamment étudié au lycée Claude Bernard de Paris, avant d'arrêter ses études, sans même aller dans le supérieur. Il décide donc de travailler en tant que développeur de logiciels à partir de 2003, afin d'avoir une certaine indépendance financière. Mais après quelques conflits
conflit avec son employeur, il quitte son job en 2009 et part s'installer au Japon, où il crée Tiban, une société spécialisée dans l'hébergement web ainsi que la création d'applications web. En 2011, l'un de ses clients lui propose de payer en Bitcoin et c'est à ce moment que Mark découvre le fonctionnement et le potentiel du Bitcoin. Il décide donc d'acheter mt.gox à hauteur de 88%, une plateforme d'échange de cartes virtuelles qui s'était convertie en plateforme d'échange de Bitcoin. Et là, c'est le grand succès. Faut savoir qu'en 2013, Mark a affirmé contrôler 80% des transactions de Bitcoin dans le monde, ce qui représentait déjà à l'époque 5 à 20 millions de dollars de transactions par jour. Mais puisqu'il y a toujours un mais, mt.gox a rencontré des problèmes techniques, notamment des retards dans le traitement des retraits, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs. La plateforme a également été associée à des préoccupations réglementaires et à des enquêtes. Puis en février 2014, mt.gox a fermé ses portes. Japanese police have arrested the head of the Mt. Gox, déclarant la perte de 850 000 bitcoins suite à une série de piratages. Cet événement a eu un impact majeur sur la confiance dans l'écosystème des crypto-monnaies. Après la fermeture de mt.gox, Mark Harpless a été impliqué dans des procédures judiciaires au Japon. En 2019, il a été reconnu coupable de falsification de dossiers, mais acquitté de l'accusation de détournement de fonds. Il a reçu une peine de prison avec sursis. C'est l'une des affaires qui tâchera à jamais le bitcoin, mais ça n'a quand même pas empêché ce dernier de continuer sa croissance. Bon, tout ça pour montrer que le bitcoin n'a pas été qu'une forme de monnaie virtuelle. En effet, au fil des ans, bitcoin a parcouru un chemin remarquable, passant d'une expérience de niche à une acceptation et une adoption croissante à l'échelle mondiale. Initialement accueilli avec scepticisme et considéré comme un actif spéculatif aux perspectives incertaines, la technologie a démontré sa résilience, attirant l'attention de plus en plus d'individus, d'institutions et même de gouvernements. Mais dans tout ça, j'ai oublié de vous parler de quelqu'un. Son créateur, Satoshi Nakamoto. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de ce qu'il a créé, mais ne vous ai pas du tout parlé de sa vie privée, ou encore de son évolution dans le monde des cryptos, et c'est plutôt normal, car jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui est derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ça peut être un homme, une femme, ou même un groupe d'individus, et on ne le saura probablement jamais. Mais c'est aussi ça la beauté du Bitcoin. Elle réside dans son émergence en tant que phénomène mondial, où le mérite ne revient pas à une seule personne, mais à une collaboration mondiale. Des mineurs de crypto aux développeurs, des forums aux utilisateurs, parfois situés dans des zones grises de la légalité. Chaque individu joue un rôle crucial dans cet engrenage complexe. C'est cette création autonome en perpétuelle expansion qui continue de fasciner et d'inspirer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me partager votre avis. L'espace commentaire est ouvert au débat, alors profitez-en. Moi je vous souhaite une bonne journée ou alors une bonne soirée et à une prochaine.